La NASA construit une immense ville au pôle sud de la Lune qui couvrira des centaines de kilomètres carrés et comprendra tout, des habitats permanents à la production d'énergie et aux opérations minières. Et ils essaient de faire cela rapidement, car il y a actuellement une compétition entre les deux nations les plus puissantes de la Terre pour les meilleurs terrains sur la Lune. Donc, en plus de faire atterrir des personnes à la surface lunaire et de planter de nouveaux drapeaux, la NASA va déployer des drones volants autonomes qui vont revendiquer la région du pôle Sud et établir les frontières d'une nouvelle frontière américaine. Mais rien de tout cela ne sera facile. Dans sa dernière mise à jour, la NASA a dévoilé son plan pour les 3 premières missions qui lanceront sa présence permanente sur la Lune. Moonbase 1 sera le premier atterrissage lunaire financé par des fonds privés sans utiliser d'argent public. Dans ce cas, c'est Blue Origin, appartenant à Jeff Bezos, qui ira sur la Lune entièrement à ses propres frais pour démontrer les capacités du vaisseau spatial Blue Moon Mark I. L'atterrisseur lui-même a déjà été construit, testé et a reçu un nom, Endurance. La fusée qui transportera cet atterrisseur sera New Glenn, et cela nous amène à notre premier obstacle. Le 28 mai, 2 jours après la mise à jour de la base lunaire de la NASA, un nouveau propulseur Glenn a explosé lors d'un essai à feu statique sur la rampe de lancement de Blue Origin au site 36 de la station spatiale de la Space Force à Cap Canaveral. C'était la 2e explosion de fusée la plus puissante de l'histoire des vols spatiaux, juste derrière la catastrophe du N soviétique de 1969. L'explosion d'une fusée n'est ni nouvelle ni exceptionnelle. Cela se produit régulièrement depuis le début de l'ère spatiale, mais il est très rare qu'un propulseur entièrement ravitaillé explose de cette façon sur une rampe de lancement. La chose la plus proche que nous ayons vue récemment était l'explosion d'une Falcon 9 de SpaceX sur leur rampe de lancement à Cap Canaveral en 2016. Et même là, on peut voir que l'explosion n'est pas aussi soudaine ou violente, mais il a tout de même fallu 15 mois à l'entreprise pour reconstruire ce qui avait été endommagé. L'incident de SpaceX était tellement inhabituel qu'Elon Musk a été convaincu qu'il s'agissait d'un acte de sabotage, et nous savons que SpaceX n'est pas étranger aux fusées qui explosent. Il considère les explosions imprévues simplement comme une partie de leur processus de test. Mais une chose qui a toujours préoccupé Musk, c'est la protection de ses rampes de lancement. Lorsque SpaceX a testé Falcon Heavy pour la première fois, il a reconnu qu'il y avait probablement une chance sur 2 que la fusée explose. Mais il a précisé « J'espère qu'elle ira assez loin de la rampe pour ne pas causer de dégâts. Je considérerai cela comme une victoire. » Maintenant, dans le cas de New Glenn, la rampe de lancement. Les dégâts sont évidents, les 2 plus grandes pertes étant la tour paratonnerre, qui protège la fusée des éclairs, et le véhicule érecteur-transporteur, qui est une pièce de machinerie très grande et complexe, remplissant de nombreuses fonctions, depuis le déplacement de la fusée hors du bâtiment d'assemblage en position horizontale jusqu'à son redressement en position verticale, et il sert même de tour de lancement pour la fusée. C'est une pièce d'infrastructure sur mesure valant plusieurs centaines de millions de dollars, donc la perdre pourrait être dévastateur. Mais selon le PDG de Blue Origin, Dave Limp, la situation n'est pas aussi grave qu'elle en a l'air. Quelques jours après l'explosion, Limp a écrit « Maintenant que nous avons accédé à la rampe et à l'installation d'intégration, nous pouvons annoncer une bonne nouvelle. La ferme de Propergol, les réservoirs d'oxygène, d'hydrogène liquide et de méthane sont en bon état, tout comme la tour d'eau. C'est une chance car leur remplacement est long. La grande tour de soutien est endommagée, mais elle peut être réparée sur place plutôt que d'être démolie et remplacée. » Il a aussi affirmé que l'entreprise poursuivrait la fabrication et le stockage de nouveaux propulseurs Glenn pour un usage futur. Et la meilleure nouvelle jusqu'à présent, c'est que Blue Origin travaillait déjà depuis un certain temps à éliminer le transporteur érecteur de leur procédure de lancement, en passant plutôt à une assemblée et un transport verticaux. Comme les fusées SpaceX, Starship et NASA SLS, ils n'ont donc pas réellement besoin d'une nouvelle machine de transport. Ils passeront simplement directement au nouveau système. À cause de tout cela, Limp a déclaré « Nous volerons à nouveau avant la fin de cette année ». Maintenant, c'est un calendrier ambitieux. C'est environ la moitié de ce que la plupart des experts prévoyaient, mais tout ce dont nous discutons concernant le plan Artemis de la NASA repose sur de grandes attentes et des délais optimistes, donc cela ne fait pas exception. L'administrateur de la NASA Bill Nelson a rapidement offert le plein soutien de son agence à Blue Origin alors qu'il commence la reconstruction. Il a écrit « Nous jouerons un rôle actif avec nos partenaires, comme dans les années 60, pour surmonter les revers, lever les obstacles et obtenir les résultats attendus. »
Ce qui nous amène à Moonbase 1, la première mission lunaire qui sera lancée sur une fusée New Glenn. Elle était initialement prévue pour l'automne 2026 et elle sera retardée, mais pas autant que beaucoup de gens l'auraient cru. La mission ciblera un site dans la région du pôle Sud, connu sous le nom de Shackleton Connecting Ridge. C'est déjà considéré comme l'un des terrains les plus précieux de la Lune. Il s'agit d'une longue bande de terrain surélevé qui relie le cratère Shackleton au cratère de Deggerlach. Ce terrain rocheux et impitoyable mettra les capacités d'atterrissage de Blue Moon à rude épreuve. La raison pour laquelle cette crête est stratégiquement importante, c'est qu'elle offre deux extrêmes, un ensoleillement permanent et une ombre permanente. Parce que la Lune n'a qu'une très légère inclinaison sur son axe de rotation, les régions polaires bénéficient d'une exposition à la lumière très constante. Le Soleil ne se lève ni ne se couche jamais complètement, il reste simplement bas à l'horizon, ce qui signifie que votre altitude a un effet significatif sur la quantité de lumière solaire que vous recevez. Depuis les sommets de la crête, le Soleil ne se couche jamais, assurant un accès constant à l'énergie solaire et faisant de ce site un lieu idéal pour un avant-poste permanent. Et depuis ce même endroit sur la crête, vous avez également accès aux basses terres au fond de chaque cratère. Ce sont des endroits qui n'ont pas vu la lumière depuis des milliards d'années, et c'est là que l'on pense que de la glace d'eau se cache. C'est aussi très proche de l'endroit où le programme spatial chinois prévoit de faire atterrir sa prochaine mission robotique lunaire, Chang'e Sept, dont le lancement est prévu dès août 2026. Celle-ci vise une crête située de l'autre côté du cratère Shackleton. Une fois au sol, l'atterrisseur Blue Origin déploiera plusieurs charges utiles provenant d'autres sous-traitants privés qui n'ont pas encore été révélés, mais nous savons qu'il y aura deux charges utiles de la NASA à bord. L'une d'elles est le système de caméra stéréo pour les études de surface des panaches lunaires, également connu sous le nom de SCALPS. Ce sont des caméras haute résolution conçues pour capturer des images lors de la descente de l'atterrisseur. En particulier, il s'agit d'observer comment la surface de la Lune est affectée par l'atterrissage de l'engin spatial. Le panache évoque la poussière soulevée par les moteurs et servira aussi à créer une carte haute résolution du site pour de futures explorations. La deuxième charge utile est le réseau de rétroréflecteurs laser, une cible permettant aux futurs engins spatiaux de pointer un laser pour obtenir des mesures précises, facilitant l'atterrissage d'autres véhicules au même endroit. Ces charges utiles n'ont pas grande valeur pour la NASA, ce qui montre que, même avant l'explosion du propulseur, on restait très prudemment optimiste quant à la capacité de Blue Origin à obtenir un résultat pleinement réussi. L'objectif le plus important de Moonbase 1 sera le test en conditions réelles du matériel d'atterrissage de Blue Origin. C'est crucial car Blue Moon Mark I est essentiellement une version plus petite du module d'atterrissage Mark II, qui doit être testé en orbite terrestre lors d'Artemis 3 en 2027 et pourrait très bien emmener des personnes à la surface de la Lune lors d'Artemis 4 en 2028. Donc, les résultats de Blue Moon Mark I, lorsqu'il sera lancé, auront un impact significatif sur le niveau de confiance associé à ce matériel futur. La prochaine mission de la série sera Base Lunaire 2. Cela inclut la plus grande charge utile commerciale livrée jusqu'à présent à la surface lunaire, et elle pourrait en fait être lancée dès l'été 2026, car celle-ci profitera du Falcon Heavy de SpaceX comme fusée de lancement. La NASA va collaborer avec Astrobotic, une entreprise américaine d'aérospatiale et de robotique. Leur plateforme Griffin livrera des charges utiles de la NASA et de ses partenaires internationaux près du pôle Sud. L'emplacement précis de la base lunaire 2 sera le cratère Noble. C'est une région très vaste et complexe, située juste un peu au nord-est du site d'atterrissage Shackleton. Noble est une cible de la NASA depuis un moment, et c'est là qu'ils comptent déployer leur grand rover Viper lors d'un prochain atterrissage lunaire. Ils déploieront d'abord un petit rover lors de cette mission pour explorer la zone, fabriquée par l'entreprise américaine Astrolab, un autre partenaire commercial de la NASA. Le rover Flip testera de nouvelles batteries, pneus et systèmes de navigation autonome par IA sur la Lune pour préparer les futurs véhicules lunaires tout-terrain. Il transportera également 10 charges utiles scientifiques, dont 4 développées en partenariat avec la NASA. Et cela nous amène à la mission Base Lunaire 3, et celle-ci est également entourée d'une certaine incertitude. La NASA s'associera à l'entreprise américaine Intuitive Machines pour un atterrissage dans la seconde moitié de 2026. Certains connaissent cette entreprise pour avoir lancé 2 atterrisseurs lunaires ces 10 dernières années, échouant à chaque fois à atteindre la surface en toute sécurité.
Ainsi, il y a deux façons de voir les choses. On apprend surtout en faisant des erreurs, et l'équipe d'Intuitive Machines a sans doute plus de chances de réussir l'atterrissage grâce à son expérience. Ou deuxièmement, peut-être qu'ils ont simplement un produit médiocre et qu'il n'est pas bien conçu pour fonctionner sur la Lune. Les responsables de la NASA ont affirmé, sans citer personne, qu'ils mettront toutes leurs ressources à disposition pour garantir que la fiabilité des missions soit une priorité lors de chaque atterrissage futur. En d'autres termes, le temps d'apprendre de ces erreurs touche à sa fin. Nous apprenons à faire les choses correctement. Un avantage pour la base lunaire 3 est qu'ils n'iront pas sur le terrain accidenté du pôle sud lunaire. À la place, cette mission consiste à enquêter sur une anomalie appelée le tourbillon gamma de Rayner. C'est une tache brillante à la surface de la Lune qui forme un motif étrange et tourbillonnant, s'étendant sur des centaines de kilomètres. Nous ignorons pourquoi le tourbillon est plus clair que son environnement, mais la théorie principale avance qu'une anomalie magnétique dans la croûte protège ces zones des radiations solaires, créant ainsi une sorte de marque à la surface. Si nous comprenons comment cela fonctionne, nous pourrions utiliser la protection naturelle de la Lune contre les radiations. Les machines intuitives déploieront la charge utile Lunar Vertex pour étudier l'environnement magnétique et transporteront aussi de plus petites charges pour des partenaires des agences spatiales européennes et sud-coréennes. Ces 3 atterrissages lunaires relèvent de la première phase du plan de la NASA pour établir une présence permanente sur la Lune. Cette phase s'étend d'aujourd'hui jusqu'en 2029 et comprendra 25 lancements et 21 atterrissages qui livreront plus de 4 tonnes de fret à la surface lunaire. Pendant cette période, la NASA développera un haut niveau de fiabilité pour s'y rendre, ce qui signifie plus d'impacts accidentels, et ils commenceront à expérimenter des technologies qui seront nécessaires pour une habitation permanente. La NASA a clairement indiqué que l'ampleur de ce projet sera massive, avec le site de la base lunaire couvrant des centaines de kilomètres carrés et composé de divers équipements pour soutenir les équipages dans le futur. Cela représente une vaste superficie à couvrir et, afin de revendiquer une zone aussi étendue de la surface lunaire, la NASA va s'appuyer sur une nouvelle technologie ambitieuse, le drone Moonfall. Ces drones fusées autonomes alimentés par l'IA deviendront les prospecteurs du pôle sud lunaire. Sur cette zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés que la NASA souhaite revendiquer comme base lunaire, les drones décolleront, voleront et atterriront pour cartographier la surface avec une résolution incroyablement élevée d'environ 1 cm par pixel. Notre carte la plus détaillée de la Lune atteint une résolution d'environ 1 mètre par pixel. Donc, Moonfall nous offre une image de la Lune 100 fois plus claire que tout ce qui a jamais été vu auparavant. Et en même temps qu'ils créent cette carte, les drones utiliseront également des scanners à pénétration de sol pour rechercher des dépôts de glace d'eau. La NASA affirme qu'ils verront jusqu'à 1 mètre sous la surface. Et puis, probablement la chose la plus intéressante que la NASA ait dite, une fois l'étude de cartographie terminée, les drones Moonfall établiront un périmètre autour du futur site de la base lunaire. Ils ont été assez discrets à ce sujet lors de la présentation, mais il semble que l'idée soit de positionner 3 ou 4 drones à des points stratégiques au pôle sud lunaire, et essentiellement dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce périmètre de drones appartient aux États-Unis. Et à leurs alliés internationaux, ce qui inclut presque tous sauf la Russie et la Chine. Les accords Artemis comptent 67 nations membres à ce jour, mais il est assez clair que les États-Unis vont revendiquer la propriété et tenir la position au nom de tout le monde. L'administrateur Bill Nelson a déclaré que, même si la NASA est ouverte au partenariat, il ne s'agira pas d'une situation comme celle de l'ISS, où les partenaires ont réellement une autonomie sur leur segment. La base lunaire sera entièrement sous contrôle américain. Les drones Moonfall eux-mêmes font partie des rares technologies que la NASA développera réellement en interne dans leur laboratoire de propulsion à réaction. Ici, ils fabriquent les rovers martiens et les sondes pour Saturne, donc ils ne le confient pas à une start-up. Et pour livrer la cargaison de drones, la NASA a choisi de s'associer avec la seule entreprise ayant déjà réussi à atterrir sur la Lune, Firefly. Ils se sont posés sur la surface lunaire avec leur atterrisseur Blue Ghost en mars 2025. Le vaisseau spatial Alethea Dark, qui a amené Blue Ghost de l'orbite terrestre à la Lune, livrera Moonfall. L'avantage d'un drone volant est qu'il n'a pas besoin de plateforme d'atterrissage, étant conçu pour atterrir seul. Le vaisseau Alethea doit simplement descendre la charge utile à basse altitude au-dessus de la Lune et larguer les drones. Cela devrait avoir lieu d'ici 2028.
Aussi impressionnant que cela soit, l'événement principal du programme Artemis sera d'amener des personnes sur la Lune qui auront besoin d'un moyen de se déplacer à la surface de la Lune au-delà de marcher maladroitement en combinaison spatiale. Ils ont besoin de roues, d'où les contrats pour les véhicules tout-terrain lunaires. 2 véhicules tout-terrain lunaires seront créés lors de la première phase de la base lunaire. Et le plan est d'en avoir au moins un sur la Lune, prêt à rouler lorsque les premiers astronautes arriveront lors de la mission Artemis 4 en 2028. Pour livrer ces 2 véhicules, la NASA a de nouveau choisi Blue Origin et leur atterrisseur Blue Moon Mark 1. Ce sera la plus grande livraison de fret jusqu'à présent, chaque plateforme LTV pesant environ 1 tonne métrique. Blue Moon est l'un des 2 seuls atterrisseurs potentiels capables de livrer une telle masse à la surface de la Lune. L'autre est le Starship de SpaceX, qui doit aussi suivre un parcours long et complexe avant de devenir un atterrisseur lunaire éprouvé. L'espoir demeure donc à la NASA que Blue Origin pourra livrer ses véhicules avant l'arrivée de leurs astronautes. L'administrateur Bill Nelson a affirmé qu'il pense que la récupération sur le pas de tir devrait être possible. Maintenant, il y a 2 contrats LTV distincts attribués ici. Le premier revient à Astrolab et à leur plateforme Flex Rover. C'est une version plus grande et performante du Flip Rover qui sera lancée sur Moonbase 2. Le deuxième contrat est attribué à Lunar Outpost et à leur rover Pegasus. Celui-ci est en fait conçu en partenariat avec General Motors et Goodyear Tires. Ces 2 véhicules devront être conçus comme des transformers, pouvant se replier pour être stockés dans l'atterrisseur, puis se déployer sur la Lune. Les LTV fonctionneront à la fois de manière autonome et lorsqu'ils seront conduits par les membres de l'équipage. Ils peuvent transporter 2 astronautes en combinaison spatiale et parcourir jusqu'à 200 km avec une vitesse maximale de 10 km/h. Ces premières plateformes LTV prépareront la deuxième phase du plan de la base lunaire, où les astronautes utiliseront des véhicules pressurisés comme habitat mobile pour de longs séjours sur la Lune. Et cela sera la clé pour ouvrir la voie à la 3e phase, qui correspond au moment où cette vaste cité sur la Lune commencera à prendre forme. Quand la NASA annonce que cela couvrira des centaines de kilomètres carrés, il ne signifie pas que tout sera bâti. Il faut laisser de l'espace entre les installations. Par exemple, la NASA exige que les LTV soient garés à au moins 1 mile du site d'atterrissage des équipages Artemis. Cela pour éviter les dégâts dus à la poussière et aux roches soulevées par le panache d'échappement. Les futurs sites de lancement et d'atterrissage devront être sur des terrains plats, loin des habitations permanentes généralement installées sur les collines. Et ces habitats devraient également être très éloignés de toute centrale nucléaire. Des opérations minières seront installées dans les cratères toujours plongés dans l'obscurité et des activités industrielles sur leur rebord transformeront le matériau lunaire en ressources utilisables. Cela nous amène aussi à un point intéressant subtilement évoqué par l'administrateur Isaac Mann. Il parlait de l'économie lunaire et il a admis que nous n'aurons jamais une véritable civilisation spatiale si l'exploration spatiale est perpétuellement financée par les contribuables. Ce qui signifie que l'industrie privée doit apporter le capitalisme sur la Lune. Pour paraphraser Isaac Mann ici, ils doivent trouver quelque chose là-haut qui génère de la valeur pour l'industrie commerciale, suffisamment de valeur pour compenser le coût d'aller sur la Lune pour l'obtenir. Ce pourrait être des ressources, de l'énergie ou une plateforme pour explorer l'espace plus profond. Mais quel qu'il soit, ce sera le point d'ancrage qui nous permettra non seulement de retourner sur la Lune, mais d'y rester cette fois-ci. Et si vous voulez découvrir à quoi ressemblera réellement la future ville de la NASA sur la Lune, cliquez sur l'encadré à l'écran dès maintenant.